Oh bah non, on est en plein dedans, parfait, merci. On est en plein dedans. Voilà, un exemple et ben je l'ai pas du tout mon exemple. Et ben, tiens, on va le faire. Je vais parler ça et je vais Ouais, ça marche. faire l'exemple. Aucun problème. Donc ça va, c'est à peu près clair. Oui, oui, c'est super. Oui, oui, continue, ouais. Ouais, c'est Euh, parfait. donc pour ce qui est du shading. Alors pour le shader, on va avoir, j'ai classé en cadran de famille les shaders. On a les shaders qui vont shader de la surface, des shaders qui vont shader du volume, des shaders qui shade du displacement. Ça paraît bizarre comme ça de revenir, mais oui, c'est un shader. Et puis des utilities qui sont un peu la case divers et variés. Pour le shader de surface, on a un shader, un Uber shader, donc c'est-à-dire que c'est un shader monolithique qui permet de normalement tout faire. Il y a des petites subtilités, mais normalement on peut quasiment tout faire. Et donc c'est un surface 2, il y a un legacy avec un surface 1 qui est ici. Dans cette famille-là, on va avoir les shaders de surface, le R, c'est aussi un shader de surface. Des curves, on a un shader pour shader les curves. Il y a un R2 que tu n'as pas eu la chance de pouvoir exploiter, mais qui est maintenant dispo dans la 2.2 dans la 2.2 alpha. Donc pour le shader de surface 2, shader de surface tout court, il n'a pas beaucoup bougé entre le 1 et le 2 dans l'exposition user, c'est plutôt dans le fond dans le corps du bébé. Donc il est B, alors ça dépend, j'ai lu dernièrement BSDF ou BSSDF, Bidirectional Subscattering Distribution Function. En français dans le texte, ça veut dire qu'on peut faire de la translucence, de la réflexion, de la transmission et de la translucence avec. Translucence, très important. Et il est roughness, metalness. Bon, ça c'est un standard. Il y a différents flows de PBR. Il y a le glossiness spéculaire, souvent. On peut faire du roughness spéculaire. Il n'y a pas de raison, mais en général, c'est pas un couple qui est courant. C'est une question juste de convention. Là, on est en roughness, metalness. Donc, grosso modo, ce que j'aime bien dire, c'est dire que normalement, avec 4 maps, on peut faire quasiment tout. C'est-à-dire qu'on a une map d'albédo qui va nous donner la couleur de l'objet. On va avoir une map de albédo, on peut commencer à discuter est-ce que c'est la couleur de l'objet ou pas, mais c'est pour donner les notions de base. Une map de métal qui va dire si l'objet est diélectrique ou pas. Donc métal ou diélectrique, pardon. Et je dis bien l'un ou l'autre, pas et. Normalement, ça ne doit pas exister et en même temps. Une map de normal pour faire les micro détails en fait, pour changer la tête de la surface, et puis une map de roughness pour changer la roughness. Avec ces 4 maps là, on pilote tout le shader de base. C'est ce qu'on va retrouver dans un pont de substance bien paramétré de base. On va avoir déjà avec ça le shader de base. Toute information qui en plus commence à faire des matériaux composites en fait quand on regarde vraiment en termes physiques derrière ça. Si on regardait par exemple d'iridescence, c'est quelque chose qu'en fait c'est un vernis, de base les objets font pas d'iridescence. C'est tout de suite des objets du coating, en fait c'est de la pierre plus de l'eau. Bon, on commence à vouloir avoir un look un peu plus compressé, compact, et donc on va avoir un seul truc qui pilote les choses. Mais en vrai, si on regarde de façon vraiment ultra micro, en fait c'est deux objets différents. Donc c'est pour ça qu'avec 4 maps, en théorie, on peut tout faire. C'est pas vrai parce que on pourrait rajouter une map de glace par exemple pour faire de la réfraction, de la transmission, donc tout ça. Donc ça marche parfaitement pour tout ce qui est organique et hard surface, tout passe dedans. Voilà un exemple de minuscule. Alors je me suis pas occupé du look dev dans minuscule et je rends hommage aux mes collègues de The Yard qui ont travaillé sur le projet. On a ici un phénomène de coating, on va avoir deux specs qui vont être dessus. Ici c'est vraiment pour donner le côté waxy à ce phasme en fait, moustachu. Il y a un peu des gouttelettes qui viennent de l'aspect 2 et puis on va avoir aussi de la goutte qui est vraiment modélisée. Là c'est bien d'accord que ça c'est de la modélisation de la goutte. Mais le côté waxy ici ça vient du coating en fait qui a été rajouté. Il y a dans la page de la doc une petite page où on peut jouer avec les potards. Ah ok, cool. Alors, hop, raccourci. Maintenant, sur phase 2, on peut directement jouer dedans, voir à quoi ça ressemble à la volée en disant tiens, j'ai du métal et j'ai du glace, ou j'en ai pas. Donc voilà. Hop là, j'ai perdu ma page. Non, c'est bon, tout y est. Donc c'est un Uber Shader PBR Roughness Metalness, donc ça veut dire que c'est du drag and drop de la plupart des softs, que ce soit 3D Auto Substance, il suffit de drag and drop les maps dans le shader, pas de complexité là-dessus. Pour Marie, il y a des templates qui traînent, c'est pas bien compliqué, c'est le standard à l'heure actuelle du painting, donc
C'est rien de complexe, je dis juste que c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de template par défaut, je crois, dedans. Je n'ai pas rouvert Marie ces derniers temps, donc peut-être que je suis pas à jour là-dessus, mais bon, c'est pas. Le gap entre les deux est pas énorme, hein, c'est pas trop ça. Le shader de R, bon, on va jouer un peu avec les assets. Allez. Où est-ce que j'ai? Ah, super. Ça, c'est un asset que m'a passé Paul, mon cher ami Paul. Tac, et merci à Scanbox de m'avoir passé ce petit asset. Allez, on va faire un petit settings, une petite skylight qu'on connaît là-dedans. On peut faire des skylights maintenant en node. Ah mais je savais pas non plus. C'est pas bien vieux, hein, ça vient d'arriver. Donc j'ai un asset qui est ici, donc on va faire un petit peu on va commencer à connecter des maps. Alors, si on voulait le faire proprement, ça c'est le sujet de un de mes tutos en anglais. Ceux qui veulent, je vous invite à aller voir ce tuto là où j'explique vraiment le découpage. Moi, ce que je fais, c'est que je crée un deuxième render graph et c'est vraiment ce render graph qui va contenir les infos du look dev et pas autre chose. Hop là, tac, je vais passer en order 2, donc on va commencer justement à stacker des attributs en vertical, là c'est ce que j'expliquais qu'on a fait l'horizontal, on va faire le vertical. Donc hop, le voilà mon asset. Bon, c'est un peu toujours le même que je dégaine, mais je l'aime bien et il marche pas mal. Il est assez, en plus les maps sont assez complexes, c'est intéressant. Donc ce que j'ai comme map en fait, je vais retrouver mes 4 maps de base, une map d'albédo, de couleur, parler concrètement, une map de métal, une map de roughness et une map de normal. Mes 4 de base, tout le reste, ça sert à faire autre chose. Ça, c'est pour complexifier l'objet. Et normalement, j'en ai besoin que de 4 par défaut. Donc, accroche-toi, parce que là il y a de la nouveauté. Voilà. Première chose que je vais faire ici un métal. Donc je vais venir ici, mettre mon métal là, je drag and drop, et crac, il est directement métallique. Et automatiquement, mon objet va être métallique aux objets où ça va être blanc, et il va être non métallique, donc diélectrique aux parties où ça va être noir. On n'oublie pas que Guerilla est un bon lecteur d'images, donc on peut à n'importe quel moment drag and drop une image dedans et pouvoir la regarder. Il n'y a pas de souci. On peut lire des EXR dans Guerilla, on peut faire un tas de trucs, donc c'est comme ça que je contrôle mes values. Et donc là on va bien voir les endroits où c'est blanc et les endroits où c'est noir. On voit que là on s'en fiche de la tronche de ligne, tout ça c'est compressé un peu caca normal. Hein. Et puis les endroits où je veux vraiment de l'information, là c'est propre et blanc, et donc c'est là où je veux indiquer s'il y a du métal ou pas. Cette image en fait elle est ici, hein. Si je veux la désactiver, je fais ça et tac, je retombe sur mon rendu. Il y a le chemin du fichier où il se trouve avec le gamma avec lequel il est lu, et si j'en veux plus, paf, j'appuie sur supprime et elle est dégagée. Donc je peux contrôler mes images, pas besoin d'aller chercher un autre soft. Et puis j'ai oublié de le montrer, hein, vu qu'on est dans une partie monitoring, on peut à n'importe quel moment venir chercher la pipette qui est ici, raccourci I, je clique dessus et j'ai mes valeurs qui sont ici exposées. Comme ici c'est du 8 bits mon image, il va me donner les valeurs en RGB 8, donc de 0 à 255. Et donc en display, il va me donner la valeur après linéarisée de 0 à 1 en fonction de la valeur que j'ai affichée. Donc ça permet aussi de détecter des valeurs de super blanc avec des maps. Par exemple, c'est ce qui va arriver avec le display. Donc cette map là, je vais ici la mettre dans mon shader de métal qui est ici. Je vais aussi maintenant venir ici dans la diffuse, je vais la mettre ici. Voici mon objet. Et puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On est dans un cas où Guerilla permet de changer, de ne pas avoir la même couleur entre la partie diélectrique et la partie métallique. Sauf qu'en fait, en vrai, la façon dont a été fait l'objet, c'est la même map dans les deux. Ça, c'est un petit peu un héritage du jeu vidéo. Ils sont tellement short en termes de RAM et en termes d'information qu'ils sont obligés d'avoir un seul channel pour donner la couleur. Là, ici, c'est vraiment juste une praticité où on peut que décorer l'un de l'autre. En fait, en vrai, physiquement, ça devrait être un seul channel, hein, on est bien d'accord. Donc là, j'ai donné une couleur à la fois sur la partie diélectrique et la partie métallique. Puis on va commencer à donner une petite map de roughness. Allez, ma roughness, elle va aller dans le metal roughness. Je suis un peu perdu, là voilà, hop là.
Et puis, dans ma spec 1 roughness, donc voilà, on retrouve le look rough de mon asset. Et puis la dernière et non des moindres, qui va vraiment changer vachement le look de l'objet, la normale. Alors moi je trouve que c'est toujours impressionnant de voir avec les micro-détails, parce qu'en fait c'est ça, on stocke sous forme de aplat 2D des micro-détails, ça va changer radicalement le look de l'objet. Avec la normale aussi, la normale, ça roughness, change. tu l'as plugué dans 2 fois, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et la diffuse aussi. Et la diffuse aussi. Ouais, et l'albédo, pardon, je l'ai plugué dans la diffuse et le métal. Et la roughness c'était du coup dans le métal et dans Oui, le... bien sûr, dans tout ce qui est réflectif. Donc la spec 1, La spec 1, spec 1 roughness, et métal et métal roughness. Okay. Tout à fait. Donc on va avoir un shader ici qui va avoir un lobe de diffuse. En fait, il y a 2 lobes de diffuse, je vais le montrer après. Donc on va avoir un lobe de réflexion diffuse, on va avoir un lobe de réflexion spec 1, on a un lobe dédié au métal, on a un lobe dédié au coating, et puis on va avoir un dernier lobe qui va être le dirt. Alors ça, c'est pas très utilisé souvent par les débutants, mais moi je le trouve très pertinent. On va avoir ici la possibilité de venir rajouter, alors j'ai fait exprès de le mettre dans un deuxième shader, on peut le mettre dans un seul shader. Je vais rajouter une map ici qui s'appelle le dirt, et en fait on a un lobe de diffuse, en fait on vient rappeler de la diffuse sur l'objet. Ok. Ici, c'est associé à un petit truc qui s'appelle Dirt qui est là, et là, à n'importe quel moment, je peux venir lui changer sa tête. Donc, on veut donner un petit côté un peu look poussière, poussière jaune, un peu sombre, un truc un peu comme ça. Tac, voilà ce qu'on va voir. Ah ouais, ok, cool. Et le truc, comme on est en permanence dans Ouais. du nodal non destructif, on peut venir le désactiver et tac, je retombe sur mon asset de base. Ouais, super. Cool. Voilà, donc c'est un lobe de diffuse, hein, ça fait exactement ce que fait la diffuse, on peut Ouais. mettre une map de diffuse dedans, on le traite comme de la diffuse, c'est ça. La normale de la dirt et la normale de la diffuse sont les mêmes en fait, hein, donc attention, ça peut... je voulais un peu pousser là on a une limitation là-dessus, je sais pas si on va la casser un de ces quatre, en tout cas elle partage la même map de normale, donc attention, il n'y a pas de normale pour la dirt, elle est commune à la diffuse. Par contre elles sont bien dissociées. Pour la diffuse aspect 1, la métal aspect 2, on peut les dissocier, on peut traiter la normale comment. C'est ce que j'ai fait ici, hein. J'ai mis une normale ici pour tout le monde dans les inputs de normale. Alors ça c'était avant. Ça c'était avant. Maintenant, on a des solutions pour aller un peu plus vite. Alors plus vite, pour être plus efficace. On a la possibilité de venir ici et de dire que maintenant, je vais aller chercher un nœud qui s'appelle Material, et ça c'est une nouveauté de la version 2. Je viens là et en fait j'ai un métanœud. En fait, ce métanœud, dedans, on peut commencer à lui donner plus de choses. Et on va lui dire, en fait, il y a des notions un peu qui est un peu sous-jacente, c'est qu'en fait, quasiment tous les objets en 3D peuvent avoir des propriétés de surface, de displacement et de volume cumulatives. C'est-à-dire qu'on peut les mélanger les unes avec les autres. Elles ne se remplacent pas, elles sont bien cumulées. Et je vais donc lui donner ici une propriété de surface 2. Et ici, on est dans un lot qui ressemble vraiment à Substance. Donc en fait, on a fait un petit preset qui s'appelle Substance, qui est ici, et qui vient exposer déjà les paramètres qui vont nous intéresser. Et alors, qu'est-ce qu'on a en fait derrière? Quand on va double-cliquer ici, en fait, on a un petit nœud qui vient là, et qui vient en fait reconnecter dans le shader les bons inputs qui sont déjà dedans. Et donc, on a calqué sur la nomenclature de Substance, où le fait de l'albédo va être la base color, la roughness va être la roughness généralisée qui va être ici. Alors pourquoi il ne me l'a pas collé? Je l'ai pas mis au bon endroit. Alors sinon on va le faire comme ça, tac tac tac. Ici masque texture, on va détailler un peu la différence entre masque texture après et différence entre texture. Hop, voilà. Et donc on retrouve à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'il faut que je change ici? Je vais mettre de l'aspect 1, qui est là. Donc on va retrouver ça. L'input de normal étant commun à tout le monde, bah en fait on va aller rechercher notre input de normal qui est ici. Et normalement, à peu de choses près, on va retomber sur notre look normal map. Merci. Tac. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ma roughness a réagi un peu bizarrement. Ok. Bon, j'ai pas exactement le même look. Peut-être qu'on a
C'est pas moi qui fais le preset, faudrait que je pose la question à Ben. Je le teste un petit peu avec vous, enfin avec toi là maintenant. Il est possible qu'on l'ait un peu bindé pour que ça marche vraiment avec les valeurs de roughness de substance par rapport à ce qu'on avait par défaut. Ouais. On a peut-être un petit truc là-dedans, il faudrait que je regarde. Bon, l'idée est là. Que je regarde le code qu'il y a dedans. Ok, bon, faut que je regarde. Je suis bien sur phase 2, Bon, faut que je regarde pourquoi j'ai l'impression que j'ai une petite différence de look. Je sais pas toi ce que t'en penses. Mais, Non, une question stupide, mais par rapport au métal. Ah là là, il est fort. Bien sûr que c'est pour ça que j'ai une différence de look. Bien sûr que j'ai pas utilisé ma map de métal. Et tu devrais me taper dessus à deux mains. Non, moi je suis pas comme ça. Bien sûr que c'est pour ça que j'ai pas le même look. Bon, bah voilà. Bon, j'ai exactement le même look et il n'y avait pas de binding par rapport à la substance, ça marche. Clairement. Alors, ce nœud de matériaux, il est un peu plus complexe que le nœud de shader qu'on a vu tout à l'heure. En fait, dedans, on peut commencer à faire du chaining network. On peut commencer à appeler un tas de nœuds. On peut appeler un nœud qui, par exemple, va faire de la texture. Si on voulait le multiplier, on peut faire tout un tas de trucs. Je vais faire un tuto dédié à ça parce que c'est vraiment un gros morceau en termes de complexité qu'on a ramené sur la version 2.2 qui répond à une attente de il y a plein d'artistes qui ont envie d'avoir des choses beaucoup plus complexes et avoir un vrai chaining network à plat sur tout l'asset. Et l'idée c'est donc qu'on peut commencer à fabriquer des pré-shaders. C'est ce qui s'est passé ici avec le cas de substance. On peut venir exposer des inputs à la volée comme on a envie, comme on sait bien les faire dans Guerrilla là-dessus. Donc ça c'est une des grosses nouveautés de la 2.2 avec le petit layer blend là, qu'on n'a pas encore parlé là, qui est sous le coude. Mais voilà, on va avoir... Pour être clair, le material c'est le layer shader, c'est la même chose ou... Non, pas du tout. Okay. On va pas retrouver un layer shader comme les gens l'attendent. En fait, on a choisi notre stratégie qui est, je pense, une stratégie plus intéressante, bien sûr. On va plutôt avoir une stratégie où on va avoir des orders de layer shader. Ça, je vais le montrer après. En fait, on va pas avoir un nœud dans lequel on va connecter plusieurs inputs. On n'a pas du tout ce côté où on aura entendu un nœud avec layer 1, layer 2, layer 3. En fait, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un paramètre de layer et on va être capable de les orderer comme on a envie. Et on pense que c'est plus pertinent parce qu'en fait, souvent, on s'aperçoit que les artistes passent leur temps à déconnecter et reconnecter des layer shaders. Et c'est très difficile d'intercaler une map ou un layer ou un input dans layer shader. Il faut commencer à déconnecter toute la stack et la reconnecter. Il passe beaucoup de temps à faire du connecting, du net connecting, je sais pas comment dire ça. Et en fait là, on va retrouver la même stratégie que ce qu'on va avoir sur le render graph ou sur les shots. En fait, on va pouvoir avoir un input en 0, un input en 2, un input en 4, un input en 6, c'est ce qu'on veut. Et à n'importe quel moment, pouvoir insérer quelque chose entre le 1 et le 2, ou très facilement, on peut réorderer les layers. Et on pense que c'est le plus pertinent. Donc Material, c'est une nouveauté de la 2.2. Ouais, tout à fait. Mais on est d'accord qu'il utilise la technologie de Surface 2. Oui, bien sûr. C'est seulement une façon. C'est seulement un outil d'une méthode de connexion, de manipuler la data. Le nœud de surface, le shader de surface 2 est toujours le même derrière. Tout est toujours pour l'instant la même chose. Moi j'ai l'impression que l'intérêt, pas principal mais premier en tout cas, c'est sur un objet, un asset, je vais pouvoir mettre un surface, un displacement et un volume shader à travers le matériel. On peut faire ça complètement et on peut partager des maps entre les deux. On peut avoir un intérêt de changer de la couleur, par exemple quand on veut faire du SSS en volume, du random look ou je sais pas comment on peut appeler ça. C'est intéressant de pouvoir partager une map de couleur à la fois sur le volume et à la fois la donnée au shader. Bon, c'est pas une map mais c'est une constante de couleur. Il y a pas mal de choses où c'est un petit peu dur de trouver une limitation entre refaire un shading network usine à gaz comme on peut avoir dans d'autres softs où on n'est pas trop pour et inversement avoir quelque chose de très rigide comme on avait avant. Là on a quelque chose d'intermédiaire qui permet de bosser, de continuer, de faire du shading network comme on avait tendance à le faire un peu historiquement, parce que c'est à mon humble avis quelque chose qui est en train de se faire effacer par les softs de painting 3D et de procédural tel que Substance pour pas le citer, mais c'est pas le seul, qui est en train forcément de se faire effacer. On a quelque chose qui permet de faire ce genre de choses là-dessus. En termes de performance, le matériau est peut-être un peu
plus lourd ou non, même Non, pas? non, 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 même pas. en fait c'est seulement une interface, D'accord, ok. ça repasse dans le moteur. Non, Ok. il y a peut-être s'il y a une différence de perte, ça va être dans l'évaluation des nœuds, parce que ça veut dire que le graphiste a fait beaucoup de nœuds, Ouais, et là il d'accord. les aurait fait, dire c'est pas du tout inhérent à la façon D'accord. de fonctionner du nœud. Mais alors, est-ce que toi, aujourd'hui, tu conseillerais de passer exclusivement par Material ou pas forcément? Non, pas forcément. D'accord. Pas forcément. Je pense que ça dépend de la complexité de l'asset. Je pense que c'est sur une question de méthodo. Il y a plein de gens qui s'en sortent et qui même ne voient pas trop l'intérêt de ce genre de choses-là. D'accord. Là, c'est plutôt pour des gens qui voudraient aller sur des choses pour une façon de travailler et voudraient retrouver un peu leur petit dans Guerilla. D'accord, ok. Et quelques limitations. Je pense que la plus grosse partie de l'intérêt, c'est plutôt pour travailler comme on avait l'habitude dans d'autres softs. Et voilà. Et quelques limitations de partage de map qui, en fin de compte, c'est pas si mal que ça. Mais c'est vrai que ça va pouvoir permettre de partager des maps, en tout cas d'avoir un côté flat du Chain Network. Ah, c'est super intéressant. Ouais, ça marche pas mal. On s'est retrouvé, c'est vrai, sur Minuscule à faire, moi le premier en tant que TD, à faire des petits tools justement pour permettre de manipuler les data un peu à plat. Et ça, voilà, avec ça maintenant on n'a plus besoin de le faire. Donc on va pouvoir mettre la même map dans deux, voilà, mais en la chargeant, en la loadant qu'une fois, quoi. Voilà, On la tout à fait. refait. Ok, super. Ouais, on l'a load donc une fois. Même si en soi, hein, dans le moteur avant, quand Il a loadé, il a ouais. loadé qu'une seule fois, hein, on n'est pas en train de Mais dire deux chemins, on va dire. Voilà, voilà, deux ok. chemins, deux manipulations, là, voilà, D'accord, plus qu'une ok. seule. Super. Tac. Bon, le dirt, on peut le reconnecter, on peut refaire un truc de dirt derrière. L'idéal est là, je vais pas pousser le truc jusque là. Ouais, ça va pour le shader. Parfait, merci. Donc pour le R, on a deux shaders de R, il y a un R1 et un R2 maintenant. Je vais pas rentrer trop dans les détails, je pense que ça commence à devenir un peu spécifique. L'idée c'est que le R1 il n'était pas encore, il est pas on va dire super énergie conservatif et tout genre de choses. Ça a été le grand d'avancée du R2 qui est un des derniers papiers de Disney sur le R. Donc voilà, et là il est en brute force pure et dure, il n'y a pas grand chose à régler, on en est super content. Je pense que je dirai un peu de temps à ça parce que c'est un morceau qui nécessite. Il y a une très belle doc dessus aussi, hein, où on peut jouer avec les Oui, paramètres. tout à fait. Alors, le meilleur, tu as totalement raison. Je te remercie de me rappeler à mes missions. Tac. Hop, donc je vais la montrer à l'écran. Donc voilà, donc la doc de Guerilla est disponible sur guerrillarender.com/2.2. Et donc dans la 2.2, je suis allé chercher R2. Et voilà, et j'ai une magnifique doc. Et big up à Pierre qui s'y est collé dessus. Et elle est vraiment top. Donc voilà, on va retrouver ce que j'ai montré tout à l'heure avec des petits potards. On peut jouer dessus. Elle est assez bien détaillée. Il y a plein de tests, plein de trucs. Voilà, on peut bien se faire plaisir avec ça. Donc, voilà. Je vais pas rentrer plus en détail dans le R2, je pense que ça nécessite plus de temps que je pense on a envie de s'y coller à cet après-midi. Pour le volume, on a un volume 1 et un volume 2. Il y a un shader qui est dédié à l'absorption. Par exemple, c'est un de shader que j'ai utilisé pour l'île de Moana. L'eau a été faite avec de l'absorption pour donner ce côté laiteux. Qui est ce qu'ils avaient à peu près dans le truc de Disney. Et puis un shader de volume qui fait ce qu'on attend du volume. Merci à Paul encore, comme d'habitude, de me fournir matière A. Donc voilà les petites explosions qu'il avait fait avec le shader de volume. Donc voilà, ça fait des trucs comme ce qu'on attend à faire du volume. Displacement, on va avoir un truc assez classique avec du displace. Il y a du vector displacement, il y a du volume displacement depuis pas très longtemps. Pas très longtemps, je crois, peut-être une année en fait. Donc voilà, on peut displacer des volumes, c'est assez arty, assez fun à manipuler. Et puis on peut commencer à tout mélanger ensemble et puis on se retrouve avec des chocs à pic comme ça, avec un asset et encore félicitations à mes collègues de The Yard qui ont pondu cette magnifique montre religieuse en fait qui est donc un mélange de volume et de surface. Ouais. Donc en fait l'idée c'est il faut imaginer que c'est une boule de verre, à l'intérieur il y a du volume avec du displacement et des micro détails qui sont ici. En fait la lumière passe à travers la couleur du verre, va taper dans le volume et ressort dans la couleur du verre. Donc il
Il y a un petit setup à faire, il y a un petit savoir-faire pour ça, mais c'est l'idée. C'est une façon de setuper quelque chose qui est connu maintenant sous le nom de Random Walk. J'avouerai que j'ai du mal à savoir exactement si c'est exactement la même chose. C'est que là, de base, c'est à peu près la même chose, mais ça va faire le même résultat entre du volume et du surface ou une techno Random Walk. On est dans le même fonctionnement. C'est plus la même façon de faire du subsurface. J'ai cru comprendre qu'un des intérêts visuels, c'était tout ce qui était les parties fines, Tout à fait. comme les pattes d'un insecte, Tout à par fait. exemple. Ce qui devient hyper compliqué quand on a des objets qui sont très fins, ou en tout cas quand on a un gros contraste d'épaisseur en fait dans le look d'un asset, avec du SSS, c'est le fait que quand la taille du SSS, le lobe du SSS devient plus grand que la finesse on a des pertes d'énergie puisque donc ce qui n'est pas vrai dans la réalité puisque c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas c'est pas du lobe, c'est le width du SSS. Donc là en fait comme il n'y a pas de width, c'est vraiment la géométrie qui fait l'épaisseur, ce qui est plus proche de la réalité en fait. Mais là on pourrait commencer à digresser sur le fait que en fait le shader de volume est le plus proche de ce que fait physiquement en fait la vraie vie. Mais bon, on va pas faire ça, hein, on ne fait pas ça. Mais cela étant dit, sur des parties ultra fines, on va avoir un intérêt. Et puis on va avoir, je crois que c'était toi qui m'avais envoyé un mail à ce sujet-là, automatiquement une projection de la couleur. La translucence va projeter la couleur sur la surface, plutôt que là on a des petits réglages à faire dans Guerilla pour débloquer tout ça. Là ça passe automatiquement à travers. Bon, ça coûte plus cher, hein, on va pas se mentir. Mais c'est beau. Mais c'est beau, complètement. Donc voilà, allez, je me fais plaisir à montrer des images un peu de mon film, un monde d'une équipe. Et puis des UT shaders, il y a un shadow catcher, il y a un exemple dans Guerilla, alors j'en profite un peu ici, tac, il y a des samples, donc on peut se faire plaisir à aller chercher tous les samples. Il y en a, tac, tac, j'en ai mis un à jour il n'y a pas longtemps, Particular Stances, tac, en voilà un qui est rigolo. Donc c'est un point cloud que j'ai généré, et puis j'ai accroché des typotes dessus, donc il y a tout le setup qui est documenté pour accrocher, hein, donc c'est juste des points. Voilà, et il y en a un qui est Shadows ici. Voilà, ça explique comment le setup pour faire du shadow. Il doit y avoir un shadow catcher caché dedans. Voilà, il y en a un, je me rappelle plus où il s'appelle, où il est dans la scène. Tac, voilà, il est là, shadow. Donc on a des matériaux utility comme ça, bon il y en a plein, je vais passer, il y a des matériaux spéciaux pour faire des mats, des objets qui ne réagissent pas à la lumière et qui ne sont que des caches de couleurs. Bon, voilà, c'est des trucs assez classiques, il y a ça partout dans tous les softs, il n'y a pas de trucs exceptionnels là-dedans.